vacances, j'imagine. C'est toi qui mène la discussion, hein? On va mener une grande nef des fous, tous ensemble. Il est encore plus bavard que moi, alors ça. Alors, Groom dit Rosa, pourquoi? On ne sait pas. Comment? On va voir. On ne sait pas et on va voir, ça pourrait être une définition de la peinture. Oui, mais en fait, tu sais, la peinture, c'est que de la nécessité. Et finalement, pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que tu fus un élève de mon meilleur ami, que j'estime comme un des plus grands peintres aujourd'hui, qui s'appelle François Moron, et on s'était rencontrés à l'occasion d'une fête, mais ça c'était un peu secondaire, mais surtout j'avais vu l'exposition que tu avais faite à Paris toi-même, dans une galerie que tu avais louée, dont tu avais édité le catalogue et tout ça. Et en plus des peintures, tout cet ensemble, ce protocole conceptuel, sauvage, libéral, là, m'avait beaucoup intéressé. Et c'est vrai, après, quand j'ai appris que tu faisais l'exposition ici, moi j'en étais très, très content. Hein. Je ne suis pas responsable, mais j'en étais très content. Et je pense que, oui, il y a une relation, parce que c'est. Alors c'est lointain en même temps, il y a quoi? Il y a 2 générations de différence, il y a une génération, plus d'une génération de différence. Tu aurais presque pu être mon fils, non? Un truc comme ça, on dit ça, non? Mais on voit une chose qui perdure en tout cas, c'est qu'il y a la peinture qui perdure, quoi qu'on puisse en dire, et une peinture figurative, mais pas une peinture forcément figurative comme on voit beaucoup dernièrement, qui est très réaliste. J'appellerais ça de l'hyperfiguration presque, que j'aime beaucoup, hein, comme Thomas Lévillaine, et beaucoup d'autres artistes, alors que Simon, lui, s'est engagé dans une voie un peu difficile, que je trouve assez proche des peintres allemands de mon époque à moi, mais bon, lui, c'est au-delà, qui a un lien avec l'expressionnisme, etc. Lui, je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de ça, mais c'est vrai qu'il a ce lien-là, parce que l'expressionnisme m'a aussi, même si on ne le voit pas dans mon travail, m'a aussi beaucoup marqué quand j'avais ton âge, quand j'avais 20 ans, 25 ans, au début, là où tu appelles vraiment sérieusement. Parce qu'en plus, Simon a un travail de peinture classique, dirions-nous, précédent, que ça, je ne connaissais pas. J'ai découvert ici, avec quelques portraits qu'il y a au début, qui avaient beaucoup impressionné François Voiron. Parce que tu avais quel âge à cette époque-là, quand tu lui as présenté ces portraits à François? Ouais, alors je rends hommage en effet à François, mon maître après Dieu, qui m'a donc recueilli aux Beaux-Arts, j'avais 20 ans. Voilà, François, oui, au cours, tout le monde connaît. Oui, en effet, il y a une certaine filiation. Donc, si je pourrais être ton fils, je pourrais être ton. Tu pourrais être un oncle. Ouais, aussi un oncle. Un oncle incarné. Le mauvais oncle de la famille, c'est un mec de la famille qui déconne, là. J'ai souvent vu ce rôle. Non, mais voilà, et c'est vrai que ça l'avait impressionné, et donc il y avait quand même des assises techniques très, très costauds. Et puis à partir de là, je trouve assez courageux ce que tu as développé. Parce que tu développes en plus des thèmes qui, franchement, moi c'est pas très proche de moi les thèmes que tu développes, mais je les trouve quand même très intéressants, tu vois. Alors tu vas maintenant, peut-être que vous avez tous vu l'exposition, j'imagine. Vous n'avez pas vu l'exposition? Ah, et bien alors on va décrire l'exposition d'abord. Allez, peut-être on va décrire l'exposition. Donc c'est pas une rétrospective, il va vous expliquer pourquoi. Ça m'a semblé assez courageux l'idée qu'il a eue, parce que c'est une idée un peu compliquée à mettre en œuvre, mais qui m'a semblé intéressante. Tu peux le raconter ça? Oui, bien sûr. Alors, déjà le fait d'être à 7 n'est pas innocent. Déjà, d'une part, de cette filiation de la figuration libre qui en fait une espèce de cuisse dont je suis issu, en plus de ce qui serait peut-être une tradition, je ne sais pas quoi, du Nord ou flamande, ou tout ce grotesque et ce carnaval qui file voilà, jusqu'à nous aujourd'hui. Donc je m'y retrouve. D'autant plus que François Voiron, lui, a une véritable rétrospective récemment ici même. Donc c'est assez marrant en tant que rejeton d'avoir la prétention d'en proposer une avant tour, qui en est une, parce que c'est quand même un récapitulatif de, bon, à mon échelle de 20 ans de travaux.
et, et de 20 ans, comment dire, d'une certaine écriture qui s'est développée à partir de l'argument qui est donné par le titre. Volcan du coma, c'est un titre qui n'est pas de moi, qui est d'un poète contemporain que je vous conseille, Boris Volovietz, avec qui nous entretenons une correspondance depuis quelques années. Lui, il écrit très bien, et il est assez sagace, et c'est une référence à un épisode qui a été assez fondateur dans mon existence, que c'était un accident cérébral quand j'avais 20 ans, dont je suis plutôt bien sorti, mais amnésique et épileptique. Disons que même si je suis généralement assez rétif quant aux explications biographiques sur l'œuvre, etc., je ne peux pas ne pas me rendre compte que ce sont deux pôles cardinaux que cette peinture, que cette écriture a pris en charge, à la fois de façon thématique, sur une histoire très grande qui remonte jusqu'à la préhistoire, l'Antiquité, etc., et de façon plastique aussi. Je parle de l'épilepsie. Donc, en effet, une peinture qui paraît a priori expressionniste, mais qui ne l'est pas. Et c'est ce que j'espère le parcours de l'exposition tend à démontrer. Qu'il s'agit moins de déployer ce qui serait un petit dramaticule personnel, mais plutôt d'atteindre un rapport avec le monde entier, c'est-à-dire de troquer la mémoire manquante, la mémoire des familles, la mémoire personnelle, pour une mémoire du monde entier. Et il me semble que c'est ce que propose la peinture depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que voilà, en tant que peintre, on peint la peinture. Mais c'est ça qui m'a intéressé quand même. Je sais, c'est vrai que tu essayes de faire une espèce d'encyclopédie. Moi aussi, j'ai cette manie, ça m'a beaucoup intéressé chez toi. Tu fais une encyclopédie de signes, de signalétique du monde, de signes du monde, de personnages qui ont habité l'histoire. C'est le monde de l'histoire. C'est comme une grande encyclopédie, comme notre grand dictionnaire de tous les problèmes que tu as. Et finalement, tu sais, des fois, on se dit, moi, à mon époque, on aurait bien aimé être amnésique. Et en fait, on a tout fait pour, et en fait, on n'y est jamais arrivé. Peut-être que je vais y arriver maintenant, à la vieillesse, je vais y arriver, mais on était à une époque où on aurait voulu être amnésique, finalement, et avoir des grands trous comme ça. Et c'est vrai que ton expérience aussi est une expérience in vivo de ce genre de phénomène qui est intéressant dans la création. Alors, on a beau dire que c'est pas c'est distancié, que la vie, les problèmes avec ça sont distanciés de la peinture. C'est pas vrai, moi toute ma vie j'ai essayé de vraiment distancer ma peinture de ma vie personnelle, sauf au début, sauf dans les années 80, au tout début quand j'avais 20 ans, 25 ans, donc c'était un plié, après j'ai essayé de distancer. Et toi aussi, en fait, finalement, tu parles de ton expérience personnelle, tu te distances pour essayer d'avoir une vision sur le monde, mais sur un monde qui t'est personnel en tout cas. Ça, il faut savoir que c'est pas le monde pour tout le monde, comme le mien, à mon avis, c'est pas le monde pour tout le monde. J'essaie, mais j'essaie de faire quelque chose de plus général, de plus ouvert, mais que uniquement l'expérience personnelle. Mais finalement, on y revient chaque fois. En effet, c'est une pratique qui est extrêmement intime, fondamentalement intime, c'est-à-dire ce que l'on déploie au mur autour de vous, vous pouvez admirer littéralement la façon dont mon système nerveux fonctionne. Donc c'est assez, mais c'est à la fois extrêmement intime, mais c'est le contraire d'une affaire privée. C'est ce que je voulais dire. Il ne s'agit pas d'illustrer son petit compte à soi, il ne s'agit pas d'illustrer même la société. C'est plutôt une opération de délire qui prend tout, c'est-à-dire qui prend le temps entier, qui prend l'espace entier, qui prend le rapport. Excusez-moi, mais c'est ça, c'est la différence avec l'illustration, et même avec l'art brut, qui ne prend pas du tout en compte le monde extérieur, qui le subit un peu. C'est ce qui nous intéresse quand on regarde l'art brut, parce que c'est cette puissance-là, mais toi tu fais de la peinture, tu ne la fais pas que pour toi, tu la fais pour échanger en tout cas. Il me semble, non, tu ne la fais pas dans ton coin, tout seul, puisque moi, comme je le racontais, quand j'étais connu, tu avais peut-être une grande galerie, mais pendant 15 ans, 20 ans, tu t'es démerdé à organiser tes expositions, à vendre tes peintures, à avoir un groupe de collectionneurs qui te suivent, etc. Donc tout ça, c'est un déploiement, tu vois, Oui, c'est que
En fait, bon, moi j'utilise un pseudonyme, hein, c'est-à-dire que c'est le Simon Leibowitz civil. Bon, en quelque sorte, il n'existe plus, c'est un fantôme qui a donné lieu à une espèce de survivance, et cette survivance qui travaille, qui peint, c'est donc celui qui s'appelle Groom et qui signe l'affiche et les tableaux. Donc c'est celui-là qu'il s'agit d'intercepter, en quelque sorte. On a tendance, c'est un petit peu une histoire de double, de fantôme. Et moi, tu sais qu'au début, sur Rosan, on croyait que c'était un pseudonyme. Il y a des gens qui croyaient que c'était un pseudonyme. On dirait. Et oui, dans ces histoires-là, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce pseudonyme et pourquoi ce prénom et ce nom, etc. J'aimerais que les gens, tu peux l'expliquer à moi, mais ce serait bien qu'on puisse l'entendre. C'est intéressant. On a tendance à imaginer généralement que quand il y a un double qui apparaît, c'est parce qu'il y a une pression, que ça vient de l'intérieur, comme ça. Et j'ai toujours eu le sentiment inverse, que c'est plutôt une pression par l'extérieur, qu'un double arrive dans l'extérieur. Moi, il m'a semblé important d'envoyer au front et au combat cette entité qui serait une entité de peinture. Et tu te le sentais pas au service. Tu ne le sentais pas personnellement, tu ne le sentais pas c'est-à-dire que moi je me suis réveillé, si vous voulez, amnésique, je ne me rappelais de rien du tout. D'ailleurs, on m'a dit c'est pas plus mal parce que t'étais stupide, affreux et malheureux. Donc, prends ça comme une opportunité. Et je me suis retrouvé catapulté aux Beaux-Arts parce que, bon, il se trouve que j'étais déjà, enfin quand cette chose est arrivée, je venais juste d'intégrer la première année chez François Boiron. Donc en gros, mes parents considéraient que je ne ferais jamais rien de le mieux de mon existence. Pour eux, c'était comme si j'étais à l'Élysée. Et ils m'ont dit, on ne sait pas comment tu t'es démerdé pour y rentrer, tu as probablement triché, mais maintenant que tu y es, tu y restes. Et là-dessus, François m'a montré tu as tout le temps eu le soutien de tes parents, en tout cas. Ah oui, simplement, on m'a forcé à devenir... en fait, je suis devenu peintre parce que je l'étais déjà. Et ça c'est quelque chose d'assez important dans la façon dont j'envisage les choses. C'est-à-dire que tout est toujours déjà là, en quelque sorte. Le monde existe, ça paraît con, mais on ne s'en rend pas souvent compte. Le monde existe déjà, il est vaste, il est formidable. Et l'art existe comme un rapport au monde. Et étant donné que je me suis retrouvé dans une situation, quelqu'un de nouveau-né, et donc j'ai été pris en charge par ce flot des origines qui est la peinture, qui est la nuit des temps. Aujourd'hui, je vous parle, j'ai 40 ans, la peinture, elle en a 40 000 minimum. Donc s'il y a un schlock dans la pièce, c'est pas elle. Et que ce soit Hervé ou moi, bon, là on discute, on ne travaille pas, mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres collègues qui sont en train de travailler, donc que la peinture passe par moi ou un autre, ça n'a aucune espèce d'importance. On est tous les mêmes, en fait, on est tous une fonction au service de cette chose-là. Qu'elle prenne tel aspect chez moi ou tel autre chez... on s'en fout un petit peu, c'est pas ce qui importe. Et donc fort de cet accident, voilà. Tu as réinventé quelqu'un d'autre. Je simplifie, je résume. Alors, pour résumer, j'ai découvert à cette époque-là la signification du mot génie. Parce que j'ai toujours été très passionné par l'étymologie. C'est-à-dire quand je dis le monde existe, le langage existe, mais avec l'étymologie, on se rend compte qu'on utilise des mots, on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire la plupart du temps, et on découvre des mondes. Et donc le génie, dans la Rome antique, le genius, c'est tout ce qui se fait tout seul, sans intervention de la volonté humaine. C'est la façon qu'on a de respirer, la façon qu'a le cœur de battre, quasiment la vie végétative, c'est-à-dire le phénomène de la vie lui-même. Et bon, ça m'a pas mal impressionné. À ce moment-là, je lisais la biographie ce qu'on appelle un génie, Orson Welles, qui racontait une anecdote assez marrante. À chaque fois qu'il allait en Italie, il se faisait mettre le grappin dessus par Lucky Luciano, le mafioso, qui voulait absolument que Welles fasse un film sur lui.
Bon, c'était déjà assez chiant, un vrai pot de colle, mais le pire, c'est qu'il n'arrivait pas à prononcer Orson correctement. Il l'appelait Orsten. Il disait, ah, on va faire un film, Orsten, on va faire un film. Bon, ça me faisait rire, la prononciation ratée du génie, quoi. Voilà, quelque chose de claudiquant comme ça. Et je discutais de ça avec un copain, on venait juste de parler de nos expériences en tant que groom d'hôtel. Et je notais dans un carnet. Ah, tu as été groom d'hôtel aussi? Un vrai? Comme Spirou? Comme Spirou. C'est ça que tu as le pantalon rouge alors, t'as pas compris, dis donc. Et le rouge et vert, c'est complémentaire. Je suis fan des Spirou. Et donc j'avais l'habitude de noter dans des carnets toutes les conneries qui me faisaient. Et puis les deux mots se sont associés, et je me suis dit, voilà, c'est un nom qui correspond. Ça prend en charge cette espèce de fonction dont je parlais à l'instant, on est en quelque sorte des espèces de porte-valise, quoi, de porte-bagages, de cette chose qu'est la peinture, dont personne ne sait ce que c'est. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est que la peinture, on ne sait pas ce que ça peut faire, on ne sait pas... En 5 minutes avant qu'un mec comme Twombly arrive, on ne savait pas que la peinture pouvait faire ça, les gribouillis. Et pourtant, boum. Donc voilà, ça, en quelque sorte, c'est un nom de code, un mot de passe, par lequel je peux agir. Et qui tient à distance, en effet, le civil, qui est Simon Leibowitz, que je vis comme un cadavre, en fait, je me vis moi-même dans ce qu'on appelle dans la tradition juive un tibouk. C'est comme un esprit survivant qui prend possession. Un mauvais esprit, c'est un mauvais esprit. Ah non, il n'est pas mauvais forcément. Il est dans le film de Frère Cohen, tu sais, le tibouk. Oui, mais quand il s'accroche, il est dit qu'il s'accroche par sympathie et qu'il nous fait faire des choses qu'il n'a pas eu le temps. Il ne laisse pas, en général. Oui, il rentre par la nuque et il fait faire tout un tas de choses. Donc voilà comment ça a commencé. Et donc à partir de là, je me suis mis à barboter aux Beaux-Arts avec des intuitions qui étaient assez échelonnées. Et je remercie infiniment François Boiron de m'avoir strictement rien appris pendant tout ce temps-là. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais été professeur aussi peu, parce que je ne sais pas ce qu'on peut apprendre dans le chemin. Et heureusement qu'on a des écoles des Beaux-Arts, mais c'est très difficile. Moi, je n'avais pas d'admiration pour les profs aux écoles des Beaux-Arts, parce que je me demande quand il tombe sur un type comme toi, mais qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter, tu vois? Je me demandais ce là avait bien pu te raconter. François a bien senti qu'il avait affaire à un animal que j'aurais besoin de beaucoup de temps pour me développer. En tout cas, il avait senti tout de suite, tu m'en avais parlé très vite, donc il avait senti tout de suite, c'est ça. Ouais, c'était quelque chose entre le mutisme bienveillant de François ou la verve de... Et tu as fait combien de temps tu es resté 4 ans au Beaux-Arts de Paris? Oh non, j'y suis resté comme une moule sur son rocher. Je pense que j'ai traîné là-bas pendant 8 ans. Je ne voulais plus partir. On a fini par m'envoyer en exil. Et oui, en effet, il y a eu un temps assez conséquent de développement à la fois pictural, c'est-à-dire de trouver des enjeux qui soient les miens, intellectuels aussi, ça a énormément de lecture, de questionnement, puis les choses se sont établies. Et tu as commencé à exposer, j'aimerais savoir comment tu as aussi réfléchi sur le processus d'exposition, comment tu es sorti un peu des Beaux-Arts pour t'attaquer à un public, soit des collectionneurs, soit de faire voir en tout cas ton travail. Comment tu t'es organisé? J'aimerais bien que tu nous expliques ça. Parce que des fois, tu sais, les trucs réalistes comme ça, ils expliquent plus la peinture que quand on cherche à expliquer trop de manière complexe. Alors, comme je vous disais, François non seulement n'apprenait rien, mais ne m'informait pas non plus sur quoi que ce soit. Ce qui est une bonne chose. Mes premières années de peinture, j'étais, après cet accident, donc un petit peu, je ne sais pas comment le qualifier, natif, j'étais obnubilé par une sensation, une intuition lancinante. Je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, et je remarquais qu'à chaque fois que je lisais dans un livre ou quoi que ce soit des mots comme informe, boue, des trucs un peu dégueulasses comme ça, j'avais l'impression que ça me concernait. Et c'était la sensation, j'ai découvert les mots beaucoup plus tard.
c'était une impression que tout était fait de la même chose, de la même matière. C'est-à-dire à la fois les objets, les gens, mais aussi la lumière, les pensées, le temps, ouais. Et quand j'ai commencé à m'occuper de cette chose, la peinture, qui est cette espèce de boue coagulante, colorée, informe, j'ai immédiatement trouvé un répondant là-dedans, et j'ai plongé, et j'ai commencé à faire des tableaux. Alors qui étaient épais comme ça, c'était un vrai cauchemar. Tout le monde me détestait aux Beaux-Arts, parce que dès qu'il leur manquait d'études, ils savaient très bien où ils avaient atterri. Et donc j'ai fait comme ça pendant des années, j'ai mené un travail qui était... Et personne ne m'a jamais parlé de Eugène Leroy. Personne. Et à la fin des Beaux-Arts, alors entre-temps j'avais développé d'autres choses avec de la musique, et puis quand même je faisais sans le savoir une espèce d'Eugène Leroy. Et j'ai découvert Leroy complètement par hasard, à la toute fin des Beaux-Arts. Et ça m'a tellement stressé que j'ai abandonné la peinture direct. Je me suis mis à faire de la sculpture, j'ai fait du cinéma, et puis finalement... Ah oui, t'as pas de... Ouais, c'était... Je me suis senti d'une niaiserie. Ouais, mais bon, c'est ça. Justement, on va parler après, des fois, par exemple, sur Picasso, tout ça, que tu aimes beaucoup et que moi je n'aime pas trop. Eugène Leroy, tu as peut-être fait cette histoire-là. Il y a des artistes qui ferment un peu et d'autres qui ouvrent. Les artistes un peu qui ferment toute de suite, tu vois, comme Picasso qui essaye de tout et finalement, dès que les articles sont un peu influencés de lui, ça n'a jamais fonctionné parce que ça fait toujours pas le copie puisqu'il a tout abordé. J'ai vu son exposition sur les 2000 dessins là, qu'il y a au Centre Pompidou. Ouais. Tu vois, en fait, il essaie de tout. Même du truc raté, même du truc ouvrier, en fait, même du dessin conceptuel, il a tout fait, du truc super bien fait. Et donc ça, je trouve que c'est pas ça le génie, je trouve que ça ferme les choses. Et Eugène Leroy, dans ce genre de choses, on croit qu'il ferme. Mais en fait, je pense qu'il ouvre, je pense que ça... C'est le cas contraire, Eugène Leroy, qui n'a travaillé que dans un peintre, qui est mort il y a 20 ans à peu près. Moi, je l'ai connu dans les années 80, il avait déjà 90 ans, il est mort dans les années, fin des années 90, et qui est très, très connu, qui a eu une rétrospection mise en Rodin il n'y a pas longtemps, et qui est très connu pour ses peintures qui sont extrêmement épaisses, mais c'est des couches d'huile vraiment de au moins de 6, 7, 8 cm. Et il mettait des années à mettre couche après couche, etc. Et c'est vrai que quand on voit ça, c'est un travail assez hypnotique, assez hypnotique. Et moi, je ne le trouve pas si proche du tien du tout. En fait, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps-là, j'étais uniquement dans ma tronche, j'étais dans ma couche. Et c'est ça que je faisais mon truc avec ma petite sensation, comme ça. Et que j'étais resté complètement aveugle au monde, et à la peinture, à l'histoire. Et donc ça a agi sur moi comme une espèce d'électrochoc, à partir de quoi j'ai commencé vraiment à regarder la peinture, mais ça, toute la peinture. Il faut essayer de ne pas inventer la roue, tu vois, c'est ça surtout. C'est pour ça qu'il faut tout regarder, parce que sinon des fois, moi ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, tu vois, moi inventer un truc et puis après quelqu'un l'a déjà fait, c'est vraiment une recherche perpétuelle. Je me suis senti. Et c'est intéressant en plus, c'est intéressant en plus de connaître. Moi j'ai commencé très jeune, j'ai eu la chance, j'ai appris l'histoire de l'art, les grands artistes, tu vois, ça c'est vraiment formateur, quoi, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, on a vraiment besoin. Et toi, tu étais plutôt du genre d'artiste, là, où tu voulais rien voir, quoi, pour pas te faire influencer. Parce que j'en ai connu des comme ça aussi. En fait, oui, j'étais dans une espèce de forme d'autisme en circuit fermé, dans mon propre truc, mais c'était cauchemardesque, je faisais pourrir des harengs, j'avais une espèce de... On pouvait pas m'approcher, c'était abominable. Et donc finalement, le Eugène Leroy t'a ouvert, finalement, il t'a fait un peu le choc. Oui, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que mes propres... ce que je pensais être mon propre système nerveux était tout d'un coup projeté au dehors comme ça. Et donc j'ai commencé à aller... Et à partir de là, il m'a fallu reprendre la peinture, mais depuis le début. Et ça a commencé, alors pas directement par la préhistoire, mais bizarrement, c'est la peinture d'icône dans laquelle j'ai trouvé un répondant immédiat. Je pense que c'est pour la question de la saturation dans l'icône. C'est qu'il y a déjà, c'est pas des tableaux, c'est des dispositifs de peinture.
il y a la lumière devant avec la bougie, mais il y a surtout la lumière derrière. C'est comme des énormes contre-jours, mais comme dans les Leroy d'ailleurs. C'est la lumière qui bouffe tout. Surtout le volume est donné par des couches successives. C'est ça, c'est des couches de lumière, ils superposent même les saisons, etc. Et dans l'icône, il y a cette lumière trop forte, aveuglante, c'est-à-dire que même, avant même de peindre une icône, D'ailleurs, la lumière, c'est de l'or, souvent. C'est ça, ouais, de l'or, ou c'est du rouge, quoi. En russe, on appelle ça krasnovo. Krasny, ça veut dire la gloire. Et c'est une lumière qui est insupportable. Donc en fait, quand on regarde une icône, on est à contre-jour, et ce qui nous est donné à voir, c'est la figure, c'est ce que l'on ne peut pas supporter de regarder ou de voir. C'est comme en photo, on prend sa copine à contre-jour, etc., puis ça, tout est bouffé. Et c'est à partir de cette question-là de la lumière, et de la disposition de la lumière, et d'une lumière trop forte, et la saturation, de la neutralisation, en quelque sorte. Là, j'ai redisposé les choses complètement autrement. Ensuite, par la préhistoire, ça a été un choc, ça l'est toujours, c'est une passion qui est vraiment première. Parce qu'il y a beaucoup de pièces là, qui sont avec beaucoup de références préhistoriques et tout ça. Ouais, il y a les références, mais il y a la façon de procéder aussi, qui est de... En tout cas, j'ai très rapidement compris. Les mains et tout ça, de préhistoire, les traces de mains. Oui, c'est que c'est des dispositifs de... Je pense que dès le départ, il était impossible pour moi de faire des images. Il n'est pas question de faire des images, c'est ça. C'est que la peinture prolifère et fabrique un truc. Alors dans le pariétal, dans le préhistorique, on appelle ça des fatras. C'est la façon dont ces superpositions, ces recouvrements, mais parfois il y a 10 000 ans qui séparent. Un type a fait un cheval formidable, et puis il y en a un autre 10 000 ans après qui paf, comme autre chose par-dessus. Et cette espèce de maniage, mais qui continue en fait jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse de tricoter, de tisser ou de coudre, quelque chose qui serait comme une espèce de texte, je ne sais pas comment le dire autrement. Et ce qu'on appelle l'histoire de l'art vient comme ça. Je me suis vite retrouvé dans ces histoires de lumière. Tout à l'heure, je parlais d'une tradition flamande, parce qu'eux aussi sont assez obnubilés, hantés par ces lumières trop fortes, irradiantes. Comme ça. D'ailleurs, tu sais, Eugène Leroy, il était fasciné que par ça. Ouais. Il était fasciné que par, je ne me rappelle plus le nom, le peintre flamand qui peignait, c'est pas Van Eyck parce que c'est les extérieurs. Il peignait les extérieurs, c'était exactement la lumière du Nord. Nous, on ne connaît pas ici, c'est un truc un peu bizarre. Moi, ça m'a fait des années à comprendre comment la lumière du Nord pouvait être attrayante, tu vois. Et c'est vrai, mais ça, on peut le voir à travers les tableaux. Il y a un point de connexion, c'est que le grotesque et le carnavalesque nordique, il vient de cette lumière trop forte. James Ensor écrit, je sais plus, il faut le croire, quelque part, j'ai découvert le carnaval niché dans la lumière. Pourquoi ? Parce que quand la lumière est trop forte, ça bouffe les traits, et que la forme de quelqu'un se déforme comme ça, et les visages s'aplatissent et deviennent des masques. Et en fait, c'est par l'observation qu'une sorte, on se rend compte que les bons hommes qu'il a devant lui, ce sont des masques avec des cernes qui deviennent monstrueuses, etc. Mais ça va jusqu'à Mondrian, par exemple, qui lui aussi, c'est par la lumière qu'il se rend compte que les arbres et les barques qu'il a devant lui, finalement, se résument à des horizontales et des verticales. Ouais, c'est du contre. Donc je me sens assez là-dedans, entre une ligne qui irait de, je sais pas quoi, Jérôme Bosch, en gros, à Mondrian, mais en passant par un de mes préférés qui est Jordaens, par exemple. Chez Jordaens, tout est bourré, tout est saturé, il n'y a pas de 10. Si jamais il y a 15 cm de libre qui respire, il va te mettre une tête de chat ou une connerie. Et voilà, donc je me retrouve dans... Tu te retrouves même dans la peinture occidentale, quoi. Parce que, je voulais arriver à Picasso, mais oui, c'est un peu... On peut y arriver, la peinture occidentale, c'est vraiment la pure peinture occidentale, Picasso. Non, parce que tu prends en compte le pariétal qui n'est pas forcément occidental, qui est au-delà, mais tu ne prends pas trop en compte l'art nazi, les trucs comme ça, ou l'art clinique, tu as fait ce qu'on appelle l'art premier, etc. Bah, disons que ce qui serait oriental, ça a été la décision assez radicale de supprimer, enfin même de contrer tout ce qui est de l'ordre de la perspective. Je supporte pas ça. Bon,
j'ai une espèce de théorie sur la perspective. Moi, j'essaie de faire de la perspective depuis 40 ans, et c'est vraiment c'est mon but. Ce qu'on voit dans les grottes préhistoriques, dans le pariétal, on voit. Bon, déjà, il faut savoir que des animaux, il y en a, allez, maximum, il y en a 20, il n'y en a pas des masses. C'est pas forcément ceux auxquels on s'attendrait. Ils ne peignaient pas du tout ce qu'ils avaient autour d'eux, comme des lapins, des choses comme ça. Il y a même des pingouins, il y a un hibou. Mais ils représentent des animaux de façon parfaite. Les attitudes légales, les proportions, et quand on sait dans quelles conditions ils faisaient ça, bon, tout le monde les connaît, c'est admirable. Alors que quand ils abordent la figure humaine, alors là, patatras, c'est une toute autre histoire. Ils le font en tremblant et c'est pas du tout évident. Bon, et on a tendance à considérer le préhistorique, le pariétal, etc., comme une affaire d'interprétation. Et alors on a des interprétations comme quoi ce serait chamanique et patati, nanana. Il n'y a rien à interpréter parce que c'est de la peinture et la peinture ça se voit, c'est ça l'avantage. Aujourd'hui, elles sont revenues ces interprétations. Aujourd'hui, c'est ça d'une toute autre manière que le truc chamanique, ça tenait pas du tout. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'interpréter de la peinture, c'est pas compliqué, on la regarde et on voit ce que c'est. C'est ce que font les nouveaux anthropologues, là, ils ne font plus d'interprétation. Ils le décrivent au niveau moléculaire des époques. Voilà, oui, décrire, c'est déjà pas mal. Il faut que tu reviennes dans quelque chose. Il y a Jean-Michel Geneste, le préhistorien, le plus grand préhistorien qui vient parler ici, avec Corpet, qui était bienvenu. On va en parler. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que la peinture est apparue, disons-le comme ça, pour faire dans un monde dans lequel voilà, le monde existe, les animaux existent, font partie du monde, et ils sont immédiatement représentés alors que la figure humaine ne va pas de soi. Et le sentiment, mon sentiment, c'est que cette peinture adresse une question éthique, qui serait « La forme humaine fait-elle partie du monde ?» C'est une question. C'est une question qui n'appelle pas de réponse. On ne demande pas... le simple fait de se poser la question, de la reconduire, ce serait la question éthique que pose le fait de représenter. Est-ce qu'on fait partie du monde ? Est-ce qu'on y a droit de la même façon, avec la même évidence que les animaux, par exemple ? Sauf que quand arrive la perspective, qu'est-ce que ça nous dit la perspective ? C'est que le monde est à la mesure, à l'échelle humaine. Voilà, c'est le contraire. C'est ce que je vais t'entendre dire. Et ça, c'est mais le monde est à l'échelle humaine, je crois pas. C'est impossible. À la Renaissance, c'est quand même extraordinaire. Ils sont arrivés à faire que le monde soit à taille humaine. C'est quand même une extraordinaire. Pour moi, c'est un truc étonnant de génie humain, quoi. Tu vois, que l'homme arrive à faire plier la réalité du monde dans un petit tableau où tu vois tout, tu vois. J'appelle ça une saloperie. Ah ouais. Toi, tu préfères vivre dans les grottes préhistoriques que chacun. C'est pas le même rapport. Moi, j'aime bien de réduire, d'arriver à contrôler le monde, tu vois. Surtout un artiste, tu ne le contrôles pas, c'est pas un dictateur. Un artiste, c'est pas un homme politique ni quoi que ce soit. Il fabrique des choses, des mondes différents. Et là, c'était vraiment une création pour moi de monde nouveau. Et je pense que pour les dessinateurs préhistoriques, les grottes, là, il y avait aussi ça. Il y a une espèce de désir d'invention de quelque chose, d'invention mais basée sur le réel, essayer de retrouver de revenir au réel avec d'autres choses, quoi, avec juste ses mains. Oui, c'est exprimer le monde tel que le monde existe déjà. Ouais, c'est pas s'exprimer le génie comme la limite. Voilà, le génie dont tu parles, qui est juste qui sont les actions automatiques du corps humain et de la nature, dessiner et peindre, peut-être que c'est aussi ça qui devient le génie aussi. C'est quelque chose qui devient naturel et presque normal, comme une respiration. Chez certains, comme toi par exemple. C'est exprimer le cheval, exprimer l'arbre. Moi, en ce qui me concerne, c'est que moi je ne m'exprime pas. C'est pas fait pour ça. L'art n'est pas fait pour déployer son point de vue, ses opinions, son quant à soi. Mais en revanche, les tableaux m'expriment. La façon dont je ne peux pas m'empêcher de toucher, de poser des couleurs, de tracer, etc. C'est entièrement
voilà, c'est un don qui est complet du rapport que j'entretiens avec la chose, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Si on veut s'exprimer, voilà, je te parlais les hommes préhistoriques, on les pète. Pour moi, il s'agit de pouvoir voir la vie, ne voulait pas s'exprimer, tu vois. Il le faisait parce qu'il devait le faire, c'était une espèce de nécessité. C'est pour ça que ça m'intéresse. Voilà, en tout cas, ce n'est pas de la communication, voilà, c'est de l'expression, mais ce n'est pas de la communication. Non, mais tout à fait, c'est pas de la communication. Mais l'expression, ça permet de... Alors, moi j'ai cette espèce de foi en la peinture ou en l'art qui est quasiment mystique. Oui, mais toi, ne l'écoutez pas tout. Ouais. Pour moi, l'art prend le monde en charge. Et seul l'art peut prendre le monde en charge et réguler les êtres humains. Nous, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas gérer. On le voit tous les jours, il suffit de lire le journal. On est les religions encore moins, sont encore plus, que tu en parles pas mal de tes tableaux quand même. En fait, tu en parles. C'est évoqué, quoi. Ce sont des données du monde, des espèces de symboles, voilà, d'une tentative d'habiter le monde. Mais il y a des émotions qui sont symboliques, il y a des émotions qui peuvent être intellectuelles, mais le problème, c'est qu'il faut toujours trouver un problème pictural. Les seuls problèmes qui intéressent les tableaux, c'est les problèmes picturaux. Tout à fait, ça, je suis d'accord avec toi. Et donc, moi, généralement, je n'ai jamais aucune idée de ce qui va apparaître sur le tableau. En fait, c'est assez simple. La peinture, il n'y a vraiment pas de quoi se creuser la binette. On pose de la couleur, et puis on réagit. S'il manque du bleu, on met du bleu, on va pas mettre du rouge. Mais s'il manque du rouge, on met du rouge. Et quand c'est fini, on s'arrête. Voilà. Genre, foncièrement, c'est ça. Seulement chacun sa propre... C'est vrai que c'est juste un morceau de toile sur 4 morceaux de bois aussi. Bah oui, on sait que c'est de l'art. C'est pas compliqué. Ça, en Occident, on sait que c'est un symbole aussi, uniquement. Toi, tu peins sur des toiles, sur des châssis, c'est vraiment déjà un symbole de la peinture occidentale. Tu rentres dans cette histoire, quoi. Ouais, tu restes dans cette histoire complètement. Mais parce que les icônes, par exemple, excusez-moi, on parlait des icônes aussi, c'est fait sur des panneaux de bois. Oui, et puis c'est mobile, c'est un dispositif. Voilà, et puis c'est des panneaux de bois qui sont reliés avec la toile, c'est un processus assez complexe, ainsi que les peintures du 14e, tout ça, c'était beaucoup des panneaux de bois peints. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours préféré la dureté. C'est pour ça que moi je peins les toiles sur le mur, jamais sur le châssis, parce que j'aime la dureté. Et si je pouvais, je ne le ferais que sur du contreplaqué ou du bois, mais après c'est compliqué à transporter. C'est des problèmes complexes, et moi je pense que la réalité doit prendre le dessus. Ça, je suis d'accord avec toi, que la réalité prend le dessus sur tes idées, quoi. Que la réalité de la peinture, je veux dire, la réalité de ce que tu fais, quoi. La peinture fait de l'eau, du vert, du rouge, etc. Voilà, qu'il y a de l'eau ou pas, qu'il y a de l'huile ou pas, etc. C'est ça la réalité dont je parle. En fait, quasiment le sésame de la peinture, je crois que ce qui la résume le mieux, c'est cette phrase complètement stupide qu'on peut entendre la plupart du temps, genre « Ah bah tout le monde peut le faire exactement, tout le monde peut le faire. C'est la chose la plus commune et la plus facile au monde. Il suffit juste chacun réagira, c'est comme on lance une balle contre un mur et puis on rebondit, puis on redonne, et voilà, on réagit à ce qui... et chacun a une façon propre de réagir à ce qui... Et dans mon cas, des formes apparaissent. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Parfois, je suis horrifié à quel point c'est débile. C'est pour ça qu'il y a plus de couches, alors. Oui, c'est ça, c'est entier. Mais il peut arriver que je vois apparaître quelque chose qui va m'évoquer, je sais pas quoi, un cochon. Alors, je fais le cochon comme ci, comme ça. Et je pourrais très bien me dire, oh, attention, j'ai pas fait les beaux-arts pour prendre des conneries, l'art c'est noble, patati patata. Non, moi j'ai une confiance totale et radicale en la peinture, de ce qu'elle veut faire advenir. Si elle fait advenir un porc sous ma main, c'est qu'il y a une raison. Et le tableau, il sait pourquoi. Et moi, je ne le sais pas encore. Et donc, au bout d'un moment, quand il y a 2-3 formes qui ont commencé à peupler le tableau, gratuitement, ça peut vraiment être n'importe quoi. Là, il y a une deuxième étape qui arrive dans le processus. Je me dis, bon, voyons voir. On va rester sur le cochon, on va dire qu'il y a un palmier, et puis je sais pas quoi, ce que tu veux. Oui, non, mais c'est toujours. Bon. Et à partir de ce moment-là, je me dis, tiens, et là je me mets à enquêter. Parce que je me dis, le tableau, il doit avoir, lui, il sait, il doit avoir une raison archéologique de faire.
Alors chez moi, j'ai des dizaines et des dizaines d'encyclopédies, d'atlas. Alors depuis qu'il y a Internet, c'est un petit peu facilité, c'est un nouvel outil. Ça nous a facilité la vie, ça. Donc, ouais, un petit peu. C'est dingue. Et ce qui se passe, c'est que 9 fois sur 10, au monde, c'est effrayant. Je me rends compte que ces 3 trucs existent déjà, ensemble, dans un mythe, dans un conte, mais quelque chose qui date de la nuit des temps, que je n'aurais jamais découvert autrement, même si j'avais le bac, et que voilà, cette chose existe comme un espèce de hiéroglyphe. Et donc c'est vraiment un truc d'archéologie. Je me dis, bordel de merde, voilà, je découvre par exemple un conte, je sais pas quoi, néerlandais, où il va être question de nains qui démembrent un dieu, ça je te jure, ça existe. Bon. Et donc toutes ces choses que je découvre comme ça me propose des motifs auxquels j'aurais jamais pu penser par mon imagination personnelle. Il y a zéro imagination, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de créativité, on n'a pas besoin d'imagination. Tout ça, ça sert à rien du tout. Il y a juste à faire la chose, et puis, bon, dans mon cas, voilà, il y a ce travail d'enquêteur. Après, j'enquête, donc je fais de l'étymologie, et puis j'enquête dans plusieurs langues, parce qu'en fonction des langues, parfois, ouais, j'utilise l'allemand à mort, parce que l'allemand, c'est comme une espèce de... Tu parles allemand, toi, non? Tu connais l'allemand aussi, non? C'est cher. Le russe, l'autre, tu parles plusieurs langues de l'Est. Moi, je baragouine, mais comme disait... On parle des pays du Sud, toi, tu parles plutôt... Mais Soutine disait, je ne parle aucune langue. Et ça, c'est vraiment une profession de foi de peintre. Et bon, bref, et toutes ces âneries, toutes ces choses que je découvre, ça vient peupler, enfin je les jette dans le tableau comme dans un chaudron de sorcière. Et ensuite, voilà, j'ai tout un personnel de motifs, de personnages, de situations. Et ensuite, on revient au tableau, et là, il faut trouver un problème pictural pour que le tableau puisse les contenir. Et donc, ça va être un problème de couleur, de composition, de je ne sais quoi. Et ça contient des personnages. Alors, parfois, il en reste juste une jambe, ou même un truc qui est complètement effacé parce que ça ne va pas. Il va toujours en rester quelque chose, un indice. Et il va toujours en rester la trace d'une... Alors moi j'appelle ça une dignité, je ne sais pas si c'est le mot qui me semble adéquat, et qui fait tenir ces choses-là. Et donc, en archéologie, quand on creuse dans la terre et qu'on découvre un truc, on appelle ça inventer. Ouais. Inventer, ça signifie en français trouver un truc qui existe déjà, qui était déjà là. Et j'ai le sentiment que, en faisant ces tableaux, enfin cette peinture-là, pour ma part, ça consiste en un travail, ce serait comme un archéologue qui découvrirait cette chose enterrée, qui lui trouverait une nouvelle, une nouvelle disposition, comme un verrou hermétique, comme un Rubik's Cube, lui en mettre un petit coup comme ça, pour le réenterrer à nouveau. Si ça paraît un petit peu... Alors n'hésitez pas si vous avez des ce que j'allais dire. Avant j'ai peur qu'ils s'endorment avec nous là. Donc s'ils ont des questions à poser, oui, voilà, c'est le moment de l'émission, c'est le moment de... Parce qu'après on appuie sur un bouton, puis c'est bien. Oui, j'ai une première question sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez changé de goût. Ouais. Mais moi, père, si j'ai des œuvres de mon fils qui a du talent, comment expliquer? Non, c'est mon fils. Mais comment il n'a pas le même nom? Qu'est-ce que je dois dire? Trop de talent. Eh ben, c'est comme, vous voyez, Johnny Hallyday. En vrai, il s'appelait Jean-Baptiste Poquelin, mais personne n'a rencontré ses parents pour lui poser cette question. Alors, s'il fallait questionner les parents de tous les... alors, vous savez que Picasso ne s'appelle pas Picasso, par exemple, c'est pas son nom de famille. Ouais. Il a un nom, lui, il y a un Wikipédia, vous pouvez regarder, c'est assez effrayant. Moi, en fait, les deux noms sont gardés. Je fais valoir Arsène comme étant le marin, le faiseur. Et tout le monde le sait qui s'appelle Simone. Oui, voilà. Tout le monde le sait. Je l'appelle pas Auster depuis le connu, je ne l'appelle pas. Parce que plus, c'est une disons que voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça, ils le savent bien. Avoir deux jambes c'est bien, mais 4 pattes c'est mieux. Et voilà, donc c'est une façon d'aller à 4 pattes. Ouais, t'es plusieurs, toi tout seul.
Comme les Beatles. Voilà, on dit les Beatles, mais tout le monde sait que c'est John, Paul, George et Ringo. Et c'est comme Fernando Pessoa, tu vois, il était plein d'artistes et voilà, tout seul, un peu comme ça. Il faudrait que, il faudrait que Simon il fasse un truc aussi, pour qu'il laisse une trace différente. Ce sera assez marrant, je trouve ça. Simon, il écrit, il vous parle. Oui, voilà, c'est ça, c'est lui qui parle. Il peut dire, Simon peut dire que Orsten est un bon artiste. Ça, il peut le dire. Il fait le peintre fait la peinture, quoi. C'est des bons. Oui, je me consacre avec à ce que je fais. Une question on pose souvent la question de savoir ça prend combien de temps de faire un tableau, etc. C'est assez générique. Ça prend 40 000 ans de faire un tableau. Toute peinture a toujours mis 40 000 ans à se faire. Et personnellement, moi, ça me prend 40 ans. Et on te demande tout le temps, te demande toujours, parce qu'on me le demande toujours. Mais oui, c'est curieux, ça on veut savoir. Moi aussi, c'est pareil. Mais c'est assez français, ça. On veut s'assurer qu'avec les peintres trinent et qu'ils suent, qu'ils en chient, que c'est du vrai boulot. Parce que c'est du vrai travail. Et alors, pour certains, c'est du vrai travail. Regarde notre ami, comment il s'appelle, Thomas Lévilley, il met 6 mois pour faire un tableau, mais moi je trouve ça aussi un peu bizarre de mettre 6 mois de sa vie pour faire juste un tableau. Moi, ça m'a quand même toujours un peu étonné, tu vois. C'était parce que les maîtres anciens, ils en faisaient plusieurs à la fois et tout ça. Ils n'avaient pas si doucement que ça, il ne faut pas croire. C'est que peu de certains, comme nous sommes peu parvenus, les peintures ont disparu. Comme Vermeer, par exemple, il y a beaucoup de peintures, il en reste 12, 15, il en a fait beaucoup plus en fait. Il y a des trucs. Moi, je ne pense pas que le temps soit un paramètre important. Moi, j'ai vu des peintures sublimes que des types avaient fait il y a plusieurs mois et des peintures sublimes que certains artistes font en une demi-journée. En fait, ça prend tout le temps. Voilà, c'est tout le temps, c'est ça. Une réflexion permanente. Ah bah oui, quand on est dedans, c'est jusqu'au cou, il n'y a plus qu'à chanter. Une question, moi j'ai visité votre exposition avec Guy, et... Avec qui? Il y avait une visite Guy. Et justement, la question que je me suis posée, après tout ce que vous venez de dire, pourquoi est-ce que vous mettez des lunettes pour que nous voyions la peinture d'une autre façon? Ah oui, alors vous faites référence à... Une distance par rapport à celui qui regarde. Oui, vous faites référence, alors il y a une série qui est présentée ici, qui est une série qui est très particulière, qui est, on pourrait dire, expérimentale, qui s'appelle Chrome Dinette. C'est un titre qui est emprunté à Frank Zappa. C'est une série qui va de sur Moïse et Freud, et qui récapitule près de 5000 ans d'histoire. C'est comme une espèce de procès de l'histoire entière, si vous voulez. Il y a 20 tableaux, et dans ces 20 tableaux, vous allez voir tout ce qu'il y a dans l'épisode biblique et tout ce qu'il y a dans la littérature de Freud, absolument tout y est, tout. D'une façon ou d'une autre, par des jeux de mots, visuellement, etc. Et alors ça va être des lunettes 3D, pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui importe au tableau, c'est de trouver des problèmes picturaux. Et pour cette série-là, il y en a deux. Le premier, c'est les bas-reliefs égyptiens. Ça se faisait pas n'importe comment, les bas-reliefs égyptiens. Il y a toute une série de règles, de protocoles. Donc je les ai suivis à la lettre. C'est des tableaux qui sont réalisés comme des bas-reliefs égyptiens. Et ça croise un deuxième truc qui est la définition de l'hallucination, selon Freud. Freud nous dit qu'on a tendance à croire que dans l'hallucination, ce sont que des formes un petit peu spectrales, molles, transparentes, je ne sais quoi. Et Freud nous dit que c'est le contraire. On hallucine quand tout est trop net, quand on voit tout. L'hyperréalisme, c'est de l'hallucination. Voilà. Et ça, c'était les deux principes, si vous voulez, et principalement sur la surface de la peinture, l'aspect plat, qui accueille toutes ces choses à égalité. Et donc, je me suis souvenu des lunettes 3D lors d'une exposition précédente, il y a quelques années,
années, j'ai produit des expositions tout seul, par mes propres moyens, où je louais un espace, et puis je faisais la permanence, etc., du matin au soir. Tu éditais le catalogue et tout ça? J'ai édité, oui, tous les affiches, tout. C'était assez impressionnant, hein, Et un surtout, jour... tu étais tout seul, quoi, tu n'étais pas à plusieurs, quoi. Enfin, non, tout seul, les affiches, d'accord, voilà. les transports, et un jour, il y a un gosse rentre dans une de ces expos. Il fait un petit tour en vitesse, comme ça, mais alors vraiment morveux, la crotte au cul. Et il vient me voir et il me tend une paire de lunettes, comme ça. Et il se casse. Et c'était des lunettes 3D. Alors, c'est pas vraiment 3D, bon, vous verrez, hein, c'est des lunettes un petit peu spéciales. Et je me mets ça sur le bec, et là, je me rends compte, en regardant les tableaux, que ça fait un effet absolument incroyable de décollement des plans. Et je m'en suis souvenu pour cette série sur Freud et Moïse et le plat et blablabla, parce que ça mettait en évidence comme ça, un raisonnement de composition, des détachements des plans et des superpositions. Et ça offrait aussi une entrée hallucinatoire sur la planéité de ce qu'est un tableau. Parce qu'un tableau, c'est avant tout une surface plate, quoi, c'est tout. Et c'est la surface qui qualifie le peintre. Donc, voilà. Ça répond. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup du même rose dans vos tableaux? Alors, il aime le rose. Qu'est-ce que je te disais? J'aime le rose, mais j'aime surtout le mien. Parce que, figurez-vous, alors c'est le summum de ma carrière, c'est que le fameux fabricant de peinture marin, chez qui se fournissent tous nos collègues, a créé en mon honneur, enfin par sympathie, le rose groom, qui est un rose absolument abominable, dont je suis très fier. Il a été payé un pot et donc il faut qu'il les utilise. Et donc c'est pour ça qu'il y en a plein sur le tableau, non, c'est pas ça? Voilà. Et ce qui a créé dans le milieu une vague d'indignation absolue. Oui, genre, le rose, en quelque sorte, c'est une couleur diabolique, le rose, parce que c'est une couleur qui ça parodie à la fois le rouge glorieux, le violet de la spiritualité. Enfin, je ne m'y connais pas trop en symbolique des couleurs, mais c'est comme une espèce de petite voie de traverse déviante qui fait tout sauter, qui me plaît assez. Surtout avec le vert, parce que tu m'avais parlé aussi. Oui, le rose et le vert. non, mais tu m'en avais parlé du rose et du vert. Oui, le rose et le vert, oui, ça c'est un... On voit beaucoup ça chez Frank Genico, par exemple, qui, quand il y a un type qui a une jambe rouge, il va avoir la deuxième jambe verte. Donc c'est un principe déconcertant, quoi, qui me paraît être une excellente chose à mener. Oui. Alors, vous avez dit que moi je ne m'exprime pas, en revanche mes tableaux m'expriment. C'est ça. Comme ça. Est-ce que Hervé pourrait dire la même chose? Si vous reprenez à votre compte aussi cette phrase-là? Ah oui, moi je trouve qu'il s'exprime plus sur ce tableau que moi je le fais. Moi je serais incapable de raconter quoi que ce soit sur mes peintures. D'ailleurs, quand on me parle, je parle d'autre chose. Je parle du mien, je parle des expositions qu'on est en train de faire ou des projets. Mais il a raison, on ne peut pas parler des peintures, elles parlent pour elles-mêmes, sinon elles n'existent pas. Alors il y a quelques trucs, alors il vous donne quelques copines pour essayer de comprendre. Moi je peux vous en donner aussi quelques-unes pour comprendre mes peintures, mais bon, c'est pas ça qui fait la peinture, quoi. C'est vraiment si elle n'arrive pas à toucher directement la personne qui la regarde, puisqu'on aura beau en parler pendant 300 ans, ça n'intéressera personne. Voilà. Donc elles vont d'elles-mêmes, nous donnent quelques explications comme ça pour un peu aider, quoi. Mais je pense que quand c'est des jeux de peinture, c'est un peu superflu. Ouais, c'est ça, les tableaux sont des espèces d'organismes qui luttent pour leur survie, quoi. C'est des organismes autonomes qui sont hermétiques, comme des espèces d'organes. Donc, Et même c'est vrai, dans la réalité, tu reviens sur la réalité, c'est que le tableau, quand on l'a vendu, après quelqu'un le revend, après il a sa vie propre, après il tourne des fois autour du monde, autour de partout, et il a une vie propre comme un organisme, comme il dit, comme un organisme. On n'a plus rien à y voir. Ils appartiennent au peuple. S'il se retrouve dans le salon d'un dictateur, un truc comme ça, on ne peut rien y faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc propre. Chez Macron, il y a c'est plus qu'un enfant presque, quoi. Il fait vraiment ce qu'il veut. C'est un organisme
qui vit à partir du moment où il sort de l'atelier, il a une vie complète. Et même dans l'atelier, une vie complète. Parce que quand il reste à l'atelier, il peut changer, on peut le modifier. Vous voyez les toiles qui restent des années dans l'atelier, je ne touche pas. Et d'autres qui sont faits dans le mois. C'est des processus très complexes, mais qui ne vivent que d'eux-mêmes aussi. C'est pour ça que j'aime bien ça. On leur apprend à lire, à faire leur lacet, et ensuite c'est pour ça que ils vont travailler. C'est pour ça que je suis venu, que j'aime bien le travail de Simon. C'est parce que c'est une peinture qui se vide elle-même, quoi. Qui vide elle-même. Vide elle-même. Oui, vide elle-même. Oui, mais lui, il est plus freudien que moi. Il a lu beaucoup plus Freud que moi. Moi, j'ai préféré lire Spirou et Lacan et Mortimer. Mais je vois que toi, tu as beaucoup lu Freud. Et Lacan, il y a un peu Lacan aussi, un peu Lacan. Ça se voit dans les tableaux, mais c'est ce qui m'étonne. De toute façon, ça avait été une peinture qui était trop proche de moi, ça ne m'aurait pas intéressé. Je trouve justement que Simon, il est vraiment loin de ce qu'il a, ce qu'on appelle la figuration libre, tout ça. C'est vraiment détaché. On a la profusion, peut-être. Ouais, la profusion, des choses, mais en fait, ça c'est là où c'est intéressant, je trouve très lointain de mon travail. Ça avait été pareil, ça ne m'aurait pas intéressé, franchement. Et donc, c'est le. Et justement, ce qui peut-être nous relie et qu'on ne voit plus ni dans mon travail ni dans le sien, c'est l'expressionnisme finalement. Et les soutines et tout ça. Et ça y est plus, ça y est pas, ça y est, moi, ça y est plus dans mes tableaux, lui, ça y est moins. Mais c'est pourtant peut-être une des premières racines, des premières connexions avec le. En tout cas, moi, c'est une des premières connexions quand j'avais 18 ans, 19 ans. Quand on ne sait pas très bien peindre tout ça, c'est vachement facile. L'expressionnisme aussi. C'est vrai qu'il vaut mieux pas aller tout de suite voir Masaccio et Fra Angelico et Paolo Cerri. Il vaut mieux pas au Van Eyck, il vaut mieux pas voir ça. Moi, ça me déprimait, mais pendant des années, des dizaines d'années, je ne pouvais pas aller au Louvre. Ah, là, maintenant, j'y vais presque tous les mois, mais pendant 30 ans, je ne pouvais pas y aller. Chaque fois que tu vas les peintures là-bas, tu te dis, putain, c'est plus la peine de le peindre. Tu vois, je me demande pourquoi il y en a qui peignent encore au XXIe siècle, des fois, je me disais. Et c'est vrai, petit à petit, on comprend comment c'est fait. Mais c'est vrai qu'on est précédé par du grand. C'est vrai que l'expressionnisme, c'était une comme l'art brut, etc., c'était une porte d'entrée, pas facile, mais possible. Voilà, possible, en tout cas, possible. Pour moi, je te parle. Toi, tu avais déjà une technique, j'ai vu tes premiers portraits, François m'avait fait voir d'autres choses, toi, qui était vraiment très tenu techniquement, très académique et tout ça. Donc, et moi, j'ai eu une grande admiration pour ça, c'est très difficile. Et tu t'avais sorti d'une manière personnelle, à toi, tu as développé les choses, mais il y avait cette solidité, tu vois, qui aujourd'hui me porte beaucoup plus qu'avant. Enfin, ça, c'était les Bobitz, quoi, avant. Mais bon, justement, tu t'es sorti de ce truc avec des fondations assez puissantes. Voilà, c'est pour ça que tes peintures, même si on dirait des fois des paquets de merde, elles se tiennent, elles sont construites, quoi, tu vois. On sait que c'est tenu, on sait que c'est tenu. Voilà. C'est ça l'important. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre pictural? Vous avez un coup de foudre pictural. Quel est un coup de foudre? Mon coup de foudre? Oui, un coup de foudre. Pictural? Oui. Mais moi, je les prends tous, hein, vous savez. Moi, c'est toute la peinture. Hein, Picasso, non? Oui, un Picasso, oui, en effet, ça revient. Bah, disons, en fait, comment je pourrais dire? Oui, c'est vrai que je travaille à partir de Picasso. Voilà, c'est une espèce de. Comment dire? C'est une espèce d'assise ou de berceau à partir duquel on peut mesurer. Quelque chose, je ne sais pas, une maniabilité. Quoi. Sur lequel vous maîtrisez très bien le sujet. Oui, enfin, mais Picasso, c'est tellement vaste. On a 21e siècle. Bah, Picasso, c'est tellement vaste, j'ai l'impression qu'il n'est même pas encore arrivé dans le centre du siècle. Peut-être que dans un siècle ou deux, on mesurera réellement l'effet. Oh là, c'est mesuré, putain. On a un peu plus de Picasso. Moi, depuis que j'ai 15 ans, j'ai 3 expositions de Picasso par an en France. Il y a 4 fois aux Arts modernes, il y a plein d'autres peintres qu'on aimerait voir. J'aimerais bien voir Braque, j'aimerais bien voir plein d'autres choses. Il me fait chier, Picasso, putain, vraiment. Merde, moi, personnellement, j'avais tellement vu que. Tu vois, c'est ça aussi. Moi, c'est Chagall que je supporte pas. Il faut faire très attention. Et pourquoi? Je le déteste. Pourquoi? Parce que je pense que Picasso, il a brûlé beaucoup de routes de sortie,
il n'est pas, non, personne pas ne voit rien, séminal, personne. il est pas séminal, quoi. Il n'est pas séminal, il n'est pas comme Matisse, voilà. L'exemple parfait, c'est Matisse. Lui, il trace des voies, il a ouvert des voies aux artistes comme Viala, et vraiment, il ouvre les choses. Picasso, il est ferme, il sait que pour sa poire, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est sûr, c'est peut-être un génie, c'est formidable, on ne peut pas critiquer ses tableaux, ses dessins, tout ça. Quand j'ai vu l'exposition avec plus de 2000 dessins, là, c'est vrai qu'on ne peut pas, il y a des critiques qui sont très difficiles. Mais c'est là où moi, ça m'emmerde. Voilà. Donc c'est personnel, hein, c'est personnel aussi, c'est personnel. Non, moi je me sens bloqué par ça. J'ai peut-être trop regardé et je vois un peu maintenant un peu les facilités, les trucs de vieille espagnole. Là. Ça m'emmerde, excusez-moi, mais parce que toi tu es le mec de l'Est. Donc c'est exotique. Mais moi qui suis d'origine espagnole, tu vois, putain, il y a des choses, des trucs que je retrouve dedans avec lesquels qui me plaisent pas. D'accord, mais dans ce cas-là, devant Velasquez, on reste tous interdits. Puis après... Oui, mais c'est pas pareil, oh là. Non, justement, là, c'est pas du tout le même problème, je crois. Tu vois, c'est pas du tout le même salut. J'ai pas compris votre intervention sur Chagall. Chagall, c'est horrible. C'est affreux. Pourquoi Vous ne trouvez pas? Mais dans vos peintures, j'ai vu. Non, j'aime pas Chagall parce que j'ai l'impression de voir une espèce d'illustration folklorique, identitaire. Film en merde, enfin c'est parce que voilà. Après je trouve que c'est dégueulasse. Enfin, mais chacun a le sien. En fait, finalement, on n'aime pas trop nos origines, quoi. J'ai l'impression quand je l'entends, j'ai l'impression de m'entendre, c'est les origines qu'on veut refuser. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin, comme il parlait des parents, etc. À un moment donné, on n'a plus besoin de parents et de maîtres, quoi. Sinon, on n'est pas artiste. Si toute sa vie on se coltine des pères et des maîtres, on ne peut pas avancer. Et justement, les premiers à couper, nous, ça a été certainement Louis Chagall et moi Picasso pour des raisons ethno-géopolitiques ou histoire de l'art, je ne sais pas, si les choses se mélangent en tout cas. Des raisons psychanalytiques peut-être même. Comme pour lui, psychanalytique, je pense. Plus que non, en fait, c'est qu'on est tout simplement tous les mêmes, quoi. Même quand on va dans les grottes, n'importe où, on voit des collègues, et puis, il faut bien se dire que là, on est en train de discuter, etc., mais en ce moment même, Masaccio est en train de travailler. En ce moment même, je ne sais pas qui, Braque est en train de nous faire un citron, et le peintre dans Milan, et au boulot aussi. C'est un temps continu, quoi. C'est un tourbillon. Ça rapporte pas beaucoup qu'on soit en 2020, je sais plus quoi, 3-4. On fait la chose et puis la chose se fera, même quand il n'y aura plus d'être humain, la peinture se fera comme elle a toujours fait, quoi. Donc je ne suis pas très très inquiet pour elle, je suis un petit peu pour nous. Et ça, c'est intérêt de t'inquiéter. Pour toi, les artistes, il vaut mieux qu'ils s'inquiètent pour eux-mêmes, tu sais. et surtout pour vous, messieurs, dames. Allez, la dernière question, oui. C'est tard, quelle heure c'est? Ça fait quoi? Ça fait 1 heure, c'est bien. 1h10. Moi j'ai une question, il y a une œuvre toute seule dans votre exposition de son espèce, c'est le globe, Globus Polski. Vous pourriez donner des éléments sur ce globe? Ah oui, oui, c'est vrai, il y a dans l'exposition un globe terrestre, lumineux, mais aujourd'hui il ne l'est pas parce que l'on peut l'a grillé. Bon, alors c'est un objet comique, mais alors c'est de l'humour polonais. C'est un globe terrestre qui ne représente à sa surface uniquement que la Pologne. Ce qui est quand même assez marrant si on rit jaune, sachant que c'est un pays qui donc toute son histoire a été absorbée, mutilée, qui a disparu pour réapparaître plusieurs siècles plus tard. Donc c'est vraiment une espèce de paillasson universelle et qui se trouve être, disons, au centre du monde, en tout cas de l'Europe, mais qui n'appartient ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. C'est, disons que pour la conscience polonaise, un concept comme d'État-nation, ou même le concept d'identité n'a pas beaucoup de sens, ou alors un sens plutôt inquiétant. Donc voilà, c'est une espèce de blague de considérer que... Et là, il a fallu que ce soit de ce centre du monde dévoyé, que ce soit là qu'apparaisse Copernic, qui a démontré que
la Terre entière qui n'est pas au centre de l'univers. Voilà. Et en quelque sorte, dans l'exposition, la Pologne est une espèce de sous-métaphore de l'ensemble de l'exposition. Comme un champ d'identité mouvant, mobile et lumineux, sauf quand l'ampoule grille. Oui. Vous dites qu'à un moment donné, vous avez perdu votre mémoire. Alors, je voulais savoir si vous aviez perdu en même temps tout l'usage de vos acquis. Est-ce qu'il a fallu tout réapprendre? Et ma question, quand vous parlez de préhistoire, est-ce que pour vous, dans votre subconscient, ce ne serait pas une mémoire ancestrale qui se serait réactivée? Oui, bah vous le dites très bien. Mais disons, le rapport à la mémoire, si vous voulez, je n'ai jamais essayé de récupérer ou de me souvenir des souvenirs disparus, parce que foncièrement, je m'en fous. Vous savez, il y a des tas de gens qui sont assez obnubilés, qui vous disent « Ah ben je suis la réincarnation de Napoléon ». Oui, mais j'y réponds. Bon, c'est marrant 5 minutes de s'imaginer la réincarnation d'un tel, mais bon. Non, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu la mémoire. Je savais tout de même toujours lire. Non, donc physiquement, je m'en suis sorti sans séquelles. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai réintégré chez moi, j'ai découvert la bibliothèque de l'ancien, c'est-à-dire du Simon désuet, je sais pas comment disparu. Et immédiatement, ça m'a semblé être très problématique. Parce qu'il était hors de question de survivre, enfin que la survivance, ce soit une illustration de ce personnage-là avec lequel je n'avais plus aucun rapport, et que je sois codifié par ses goûts, mes couleurs, etc. Donc je me suis emparé de sa bibliothèque et je me suis mis à tout relire pour disposer par moi-même de qu'est-ce que je retenais, Et donc j'ai fait un tri assez radical. Alors Dostoïevski, très bien, c'est formidable, Kafka, Marguerite Duras, poubelle, etc. Et à partir de ce moment-là, je devais m'assurer que j'étais le seul producteur de mes sensations, de mes émotions, de mes pensées. Donc, en effet, je me suis disposé en contre, même agressivement, contre cette espèce de modèle que je devais illustrer comme du coloriage. Donc la peinture, en fait, a coïncidé avec cette... la peinture a coïncidé avec cette façon de plonger dans un torrent qui dépasse la biographie, qui dépasse la mémoire personnelle, pour être une biographie, une mémoire antédiluvienne, c'est-à-dire ou cataclysmique, ou comment on appelle ça, le déluge. Voilà, donc en effet, quelque chose de préhistorique, mais pas de l'histoire personnelle, de l'ordre de l'origine. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai. En fait, il savait peindre, etc. Vous avez pensé qu'il avait perdu ses capacités de peindre, de dessiner, tout ça après l'amnésie? Vous faites que des moments, des trucs un peu qu'il avait pas envie de se rappeler, tu n'avais pas envie de se rappeler, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Il n'a pas eu de perte, finalement, il n'a pas eu de grande perte, finalement. C'est ce qu'il dit, hein, c'est pas vrai. Ah, bien sûr, mais ça a impacté, puisque on voit ce qu'il faisait avant. Avant, il faisait des choses extrêmement réalistes, et après, il fait ça. En fait, si vous voulez, quand je suis retourné à l'atelier de François Voiron, en ayant tout oublié, je me souvenais même, je ne savais même pas ce que c'était la peinture ou les beaux-arts à ce moment-là. Puis il m'a dit, bah oui, voilà, des croûtes, là, ça. Et en fait, je m'initiais, je faisais des exercices assez consciencieux. C'était des peintures couleur marronasse, patate, voilà, j'osais pas, j'avais pas abordé la couleur ni rien. Donc, mais bon, ils étaient pas mal, c'était des portraits de famille avec des ressemblants. Bon. Mais c'est à partir de là qu'il y a un enjeu de peinture qui s'est
un enjeu pictural qui s'est développé. Pour lui, qui a proliféré pour lui-même. En me prenant en charge et le passé et tout le reste.